Nous recevons beaucoup d'informations dans nos sociétés ouvertes. Nous savons beaucoup de choses. Nous accédons à la télévision, au quotidien, au mensuel, aux revues, aux livres, à la radio, à Internet. Les flux sont importants. Mais est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous savons ranger? Le dessous des cartes, dès son origine, n'a pas cherché à faire savoir, mais à faire comprendre, à classer et à faire les liens. Très bien, mais selon quelle méthode? Quel raisonnement? En somme, quels sont les principes? D'abord, donner de la place à la géographie, c'est notre principe numéro 1. Voici une île. Elle s'appelle Diego Garcia, elle est sous souveraineté britannique, et sur cette île, il y a une base militaire que Londres loue depuis 1966 aux États-Unis. Si on change d'échelle, on voit que cette île est dans l'océan Indien, ce qui place avions et navires américains à équidistance entre le continent africain à l'ouest, l'Asie du Sud-Est et l'Afghanistan et l'Irak au nord. Une troisième échelle de carte nous indique son importance dans le dispositif militaire global américain. Diego Garcia a servi en 1991 dans la guerre du Golfe, en 1992 en Somalie, en 2001 pour l'Afghanistan, en 2003 dans la guerre contre l'Irak. La carte se révèle donc être un bon instrument pour exprimer la relation à l'espace. Mais qu'en est-il du temps? L'histoire, c'est évidemment le principe numéro 2. Seule l'histoire peut donner du sens aux événements en les replaçant dans la durée. Par exemple, elle nous aide à interpréter l'éclatement de la Yougoslavie, où ne se déclenchent pas des guerres civiles, comme on nous le dit trop facilement en 1992. Non, l'histoire nous apprend au contraire que la frontière entre la Bosnie et la Croatie est la même que celle qui a servi pendant 300 ans de ligne de front entre l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois. Et que cette ligne a certes tracé des fractures entre modes de vie plus ruraux au sud, plus industriels au nord, entre catholiques, musulmans et chrétiens orthodoxes, mais sûrement pas des différences anthropologiques entre les peuples slaves. Ces différences que fabriqueront volontairement les nationalismes des régimes serbes et croates. Dès lors, quels outils, quelles clés de lecture? Eh bien, il faut croiser les disciplines, c'est le principe numéro 3. Prenons la guerre en Tchétchénie. Comment comprendre cette guerre, cet acharnement russe contre ce petit territoire? Il faut la géopolitique pour saisir les enjeux. Mais côté société tchétchène, vous voyez maintenant le schéma d'une structure de parenté qui explique en fait comment cette société clanique tchétchène résiste. Si un clan est attaqué, les autres se mobilisent par le jeu des solidarités familiales, et ce depuis le XIXe siècle. En cas de conflit, ce système clanique se révèle utile, et pour le comprendre, nous utilisons l'ethnologie. Faire les liens, voilà qui pourrait former le 4e principe. Nous voilà maintenant au nord du Canada, où l'on peut procéder à la corrélation entre plusieurs éléments. Le sous-sol de l'Arctique canadien est assez peu exploré, or on assiste à une intensification des recherches. On remarque aussi un contentieux entre le Canada et les États-Unis sur le statut des eaux côtières. Est-ce que ce sont des eaux territoriales canadiennes ou est-ce que ce sont des eaux internationales avec le statut de détroit? Et pourquoi ce litige? Et maintenant? Il faut, pour le comprendre, rapprocher la position sur le globe terrestre de cette frontière nord-canadienne et la conjoncture climatologique de ce début de XXIe siècle. Car la banquise arctique bloque le passage du nord-ouest. Or, depuis la fin de la décennie 90, cette banquise diminue en épaisseur, en superficie et en durée de présence. Dans le secteur canadien, elle devrait ni plus ni moins disparaître d'ici 2016, et une telle fonte des glaces aurait deux conséquences: l'accès aux mines, que j'ai évoqué tout à l'heure, et l'ouverture du passage du nord-ouest. Libéré des glaces, il va pouvoir être utilisé par les cargos, ce qui, à l'échelle mondiale, peut permettre rien moins que l'ouverture d'une nouvelle route maritime internationale, et la plus courte, entre Europe, Amérique et Asie. Alors on voit bien, là, l'utilité de faire les liens entre questions de souveraineté, géologie, climat, transport, environnement et pollution. C'est bien en faisant les liens que l'on peut faire un petit peu de prospective.
La prospective, ce pourrait être mon 5e principe. Si on prend une map monde pour avoir une vision globale de notre Terre, on pourrait penser qu'avec la mondialisation, augmente son unité, augmente la perception de sa fragilité. Eh bien, il n'en est rien. Dans la péninsule de Kola, les émissions de soufre des usines russes empoisonnent les herbages pour les rennes et l'océan arctique. Ces particules se retrouvent dans les animaux chassés ou pêchés et mangés par les hommes. Donc la chaîne alimentaire est partiellement empoisonnée. Autre lieu maintenant, on voit ici en 1980 la cartographie de la forêt amazonienne. Et voici la cartographie en l'an 2000. Troisième exemple, l'altération de la biodiversité est totale. On perd définitivement plusieurs espèces végétales et animales chaque mois. Et pourtant, c'est très curieux. On connaît dans nos sociétés ouvertes la gravité de l'état de l'environnement mondial, mais cela ne provoque pas de remise en cause du modèle économique qui provoque de telles dégradations. On a de plus grandes inquiétudes sur l'environnement et pourtant pas la moindre manif dans les rues lorsqu'il y a pic de pollution à Mexico ou à Lyon. La prospective, donc, ne joue pas son rôle d'alerte. Nous n'avons toujours pas d'organisation mondiale de l'environnement avec capacité de sanction. Seuls les États légifèrent et il existe un écart considérable entre ce que l'on sait, ce que l'on fait et ce que devraient entreprendre nos législateurs. Alors vous voyez la limite de ces 5 principes. On ne peut pas être géopolitiquement correct à tout prix. Car on peut tout de même réagir sur l'environnement, sur la Tchétchénie, ou sur le fait que, pendant 10 ans, par exemple, avec les guerres en Bosnie et au Kosovo, avec le 4e génocide du siècle au Rwanda, on assiste au retour de la pire des idées, celle de la pureté ethnique. Elle s'inscrit dans la remontée régulière de la légitimation de la notion de race. Et l'on retrouve cette maladie, toute fabriquée politiquement, avec l'apparition de la notion d'ivoirité en Côte d'Ivoire. L'ennemi ne serait donc plus celui qui a d'autres idées que moi, l'ennemi ce serait l'autre lui-même. Eh bien c'est ce qu'il y a de pire. On le voit avec le retour du racisme, de l'antisémitisme. Or évidemment notre richesse réside dans la différence, certainement pas dans la similitude. Eh bien si ces idées de différence raciale reviennent régulièrement à la surface, en face il faudra sans cesse expliquer et enseigner. Jamais l'information n'a été aussi accessible et les clivages identitaires religieux, ethniques se creusent pourtant. Nous sommes informés et en même temps nous refusons la complexité. À cet égard, le 11 septembre et ses suites n'ont fait que renforcer la thèse du soi-disant choc des civilisations. On voit ici la carte des civilisations décrite par le professeur américain Samuel Huntington, amené, selon lui, à entrer en guerre les unes contre les autres. Or, cette thèse est politiquement fausse, sauf que le faux devient le vrai, puisque tout le monde y croit. Nous voilà face à un nouvel emballement idéologique. La machine est en marche, alimentée par les attentats d'Al-Qaïda d'un côté. On voit ici la localisation des attentats attribués à Al-Qaïda aux États-Unis, en Tunisie, en Indonésie, au Maroc, en Espagne, et la guerre américaine en Irak de l'autre. Elle devait lutter contre le terrorisme. Elle fabrique en fait des centaines de nouveaux Ben Laden. Alors attention aux écarts entre réalité, perception, amalgame. Voilà maintenant un contre-exemple de carte de ce qu'il ne faut pas faire. La carte indéfiniment répétée sur le monde musulman, toujours en vert, comme unifié, et parfois même présentée comme un croissant islamique que vous voyez là, qui sont des visions simplistes, trop souvent transmises par nos journaux. Non, cette unité est fausse. Pour décrire ce monde musulman, une carte plus subtile est nécessaire, indiquant les diverses écoles de pensée, sunnites, chiites, parsemées d'autres religions, coptes, chrétiens, communautés juives, montrant ces zones désertiques d'où sont parfois absents les habitants eux-mêmes. C'est le poids de la géographie et celui de la spécificité des peuples. Alors comment faire? Travailler avec quels outils? Quelles sont nos sources? Alors d'abord, sur le site du dessous des cartes, vous trouverez la liste des ouvrages fondamentaux que nous utilisons régulièrement. Atlas, annuaires, revues. Ensuite, chaque émission est complétée par une bibliographie. Les archives du dessous des cartes sont sur le site
Et des émissions, regroupées thématiquement, sont éditées 2 fois par an en DVD. Voilà, ces quelques règles de travail ne seraient pas audibles sans raisonnement, sans pédagogie, sans être portées par un gros travail de recherche et d'écriture des auteurs de ces textes et par la mise en carte des réalisateurs et des graphistes. La carte, c'est une mise en forme, et la forme, c'est l'expression de la pensée. Le dessous des cartes est un exercice de questionnement, cherchant à ouvrir des pistes, à défricher, voulant ouvrir l'appétit, la curiosité, en pratiquant le goût d'enseigner et bien sûr celui d'apprendre, ce qui est après tout une autre manière de faire de la politique.